Le projet de loi de finances 2017 évalue un peu plus de 11 000 milliards de francs congolais qui se trouve en examen approfondi à la Chambre basse du Parlement, soulève des interrogations dans l'opinion et même au sein de l'hémicycle. Jugé réaliste pour les uns et irréaliste pour les autres, ce projet de budget devra rencontrer les préoccupations urgentes du peuple. Les 28 mesures proposées par le précédent gouvernement ayant montré leurs limites, l'équipe Bruno Tshibala est appelée à prendre des décisions courageuses pour sortir la RDC de la crise socio-économique dans laquelle elle est plongée. Dans ce même numéro de fiscalité et développement, l'agence Galaxy Media va vous proposer un dossier complet sur le fonctionnement de l'appareil fiscal en RDC dans le but d'éclairer la lanterne des uns et des autres par rapport aux textes légaux. Les développements de ces titres dans le corps de cette édition de fiscalité et développement dans une présentation signée Rosette Mambandori Poloto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver en séjour pour cette nouvelle édition des fiscalités et développement. Merci de nous avoir choisis pour vous informer sur le plan économico-financier. Cette nouvelle édition de fiscalité et développement part du Palais du Peuple, comme annoncé dans son discours d'investiture le 16 mai dernier à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Bruno Tshibala y est revenu ce 31 mai pour présenter son projet de budget 2017, évalué à 11 301 milliards de francs congolais. Cet état prévisionnel de finances publiques a réservé 1169 milliards de francs congolais pour l'organisation des élections d'ici la fin de l'année. Plus de précision dans cette analyse de Jean-Louis Miasuikama. Analyse du projet du budget 2017. C'est fait. Le projet du budget 2017 a été jugé recevable par l'Assemblée nationale ce 1er juillet 2017. Un jour avant, le chef du gouvernement, Bruno Tshibala, l'a présenté. Établi en équilibre, il se chiffre à 11 301 milliards de francs, soit à peu près 7 milliards 800 millions de dollars américains. Au niveau des recettes, 3 847,3 milliards de francs sont d'origine extérieure, soit 34% du budget. Au niveau des dépenses, 1169 milliards de francs, soit 764 millions de dollars, sont destinés aux opérations électorales de fin d'année. À la majorité présidentielle, on approuve. À l'opposition, on désapprouve. Au cours de la semaine, le président de la République a réuni le comité de pilotage économique du gouvernement. Il a tout simplement constaté l'échec de l'application des 28 mesures. Comme disent les philosophes, il est temps de changer de paradigme. Beaucoup de réactions après la présentation à l'Assemblée nationale de ce projet de budget par le gouvernement Tshibala. La société civile, par exemple, élève la voix, et ce, dans un atelier d'analyse budgétaire du projet de loi des finances 2017 organisé par le COREF. C'est samedi 3 juin à l'espace Maranatha dans la commune de la Gombe. Les recommandations du dit atelier sont notamment adressées au Parlement pour une meilleure affectation des recettes. Objectif, améliorer les conditions de vie des citoyens. Michel Wangi Lokwa et Landrine Nyangi Lostine pour ce reportage. Le processus d'élaboration du budget de l'État n'est plus seulement une affaire du Parlement ou du gouvernement. Tout le monde met sa main à la pâte. D'où la tenue de cet atelier consacré à l'analyse du projet de loi des finances 2017 organisé à l'intention des membres de la société civile. Il a été question de les outiller à traduire la complexité des données budgétaires en langage compréhensible afin d'identifier et de définir les priorités des citoyens dans l'exécution du budget de l'État exercice 2017. Les participants ont scripté toute la documentation ayant trait au projet de budget 2017 et ont proposé des recommandations aux deux chambres du Parlement sur le mécanisme de mobilisation des recettes et leur affectation pendant l'exécution du budget 2017 dans l'optique de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Que va faire la société civile pour faire passer ces amendements au moment où la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale examine déjà le projet de loi de finances exercice 2017? L'un des formateurs répond. Le budget a été présenté un peu à la surprise générale.
disons, on savait que le gouvernement devait présenter, mais les choses sont allées très vite. Et la loi demande que la commission ECOFIN ait 20 jours pour examiner le projet de budget, pour que ça se fasse vraiment de manière sérieuse. Mais là, l'ECOFIN n'a que 7 jours. Et donc nous sommes obligés de nous adapter. Nous avons démarré l'analyse. Nous devons tout faire pour qu'avant que l'ECOFIN ne termine ses travaux, que nous puissions être en mesure de pouvoir déposer nos recommandations pour qu'elles soient intégrées dans ce que fait l'ECOFIN de l'Assemblée nationale. Le projet Profit Congo, financé par la Banque mondiale, dont l'objet global est d'améliorer la crédibilité, la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques, appuie cet atelier de la société civile afin de mener auprès des décideurs les plaidoyers qui en découlent. En prévision de la publication prochaine du rapport Doing Business, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, sous le patronage du ministre d'État, ministre du Plan Modeste Bahati Lukwebo, a organisé une rencontre au chapiteau Pullman Hotel pour présenter des réformes engagées par la République démocratique du Congo. 6 indicateurs ont été cette fois-ci pris en compte. Dina Diadi et Landrine Nyangé pour le compte rendu. L'amélioration du climat des affaires en vue de créer de l'emploi sur toute l'étendue du territoire national, c'est le cheval de bataille du gouvernement congolais qui, à travers l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, s'engage à lutter en faveur d'un environnement propice aux affaires en initiant des réformes servant à encourager les investisseurs. J'ai en tout cas l'intime conviction que cette année, nous n'allons pas être stationnaires au niveau du classement, évidemment comme la dernière année, mais que nous allons réellement gagner des points. Parce que l'année dernière, nous avons enregistré une réforme négative et sur, je dirais, 100% des réformes qui avaient été communiquées, une seule seulement réforme, 10 à 20%, des réformes ont été retenues. Il y a plusieurs réformes par rapport aux 6 indicateurs qui ont fait l'objet de communication officielle. Je donne quelques exemples. Au niveau de la création d'entreprises, il y a l'informatisation du RCCM, il y a l'extension du guichet unique, pas seulement à Gombe, mais à Matete. Il y a la suppression de l'autorisation maritale avec la publication du nouveau code de la famille. Il n'est plus nécessaire d'avoir une autorisation quelconque de son mari. Au niveau, par exemple, du raccordement à l'électricité moyenne tension, on a mis en place un point unique d'accomplissement des formalités administratives pour les demandes de raccordement moyenne tension. Et à l'intérieur de ce point unique, on a intégré la demande du permis d'excavation. Et aujourd'hui, sur le site web de la SNEL, vous pouvez faire votre demande et même payer en ligne. Classé 184e pays sur 190 lors de la présentation du rapport Doing Business 2017, la RDC se trouve dans une situation inconfortable pour stimuler les opérateurs économiques à investir davantage au pays. Le ministre d'État, ministre du Plan Modeste Bahati Lukwebo, tire la sonnette d'alarme, car la meilleure façon pour l'administration d'appliquer les mesures prises, c'est de s'en approprier. Les réformes mises en œuvre sur le plan interne ne le sont pas uniquement en perspective du seul rapport du Doing Business comme d'aucuns le pensent. Elles sont premièrement initiées dans le but d'assainir l'environnement des affaires, de promouvoir les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries congolaises et d'attirer plus d'investisseurs nationaux et étrangers, facteur de création d'emplois et de richesses. Il est cependant inadmissible de constater que les nombreux efforts déployés par le pays dans la mise en œuvre des réformes importantes relatives à l'amélioration du climat des affaires et des investissements ne sont pas vraiment reflétés dans les différents classements du Doing Business de la Banque mondiale. Aux membres du gouvernement ici représentés et impliqués dans la mise en œuvre des réformes, je demande une implication sans faille et une appropriation institutionnelle des mesures prises qui devront être appuyées par le suivi et l'évaluation régulière de l'application effective
des réformes initiées au sein de nos propres ministères et administrations. Avec les réformes engagées par la RDC pour améliorer ses cotes auprès des partenaires au développement, les autorités devraient également élargir le champ des réformes en mettant un accent sur l'amélioration des conditions devant favoriser le bon climat des affaires en province, et ce, en ciblant les secteurs à énorme potentialité tels que l'agriculture. Il faut également noter que parmi les réformes mises en œuvre dans le cadre du rapport Doing Business 2018 figure celle liée à l'instauration du guichet unique de paiement de taxes et impôts. C'est l'inspecteur des impôts Roger Bikwenda qui a eu le privilège d'expliquer aux participants à la rencontre organisée par l'ANAPI la teneur de cette réforme. Suivez. En quoi consistait la réforme, quels étaient les objectifs? C'était d'abord de simplifier les procédures en évitant les opérations redondantes, les informations répétitives, ce qui a abouti à unifier une déclaration. Au lieu d'avoir 4 déclarations, nous avions réuni les 4 déclarations des 4 partenaires en une seule déclaration qui permettait de réduire d'abord le nombre de déclarations et en unifiant aussi les paiements, de réduire le nombre de paiements, de réduire le temps nécessaire pour accomplir les formalités, d'économiser le temps et de rationaliser les interventions de l'administration. Nous allons nous rendre compte qu'avec un seul formulaire de déclaration, le redevable, l'assujetti, n'est plus tenu à circuler à travers la ville de Kinshasa, au travers du pays, pour multiplier les déclarations, multiplier les paiements. Il y a une seule déclaration, un seul paiement et qui compte pour les 4 structures, qui compte pour les impôts, les cotisations sociales et les contributions patronales. Et en conséquence, lorsqu'il y a un assujetti, un employeur est défaillant pour une structure, il est défaillant pour l'ensemble des structures, ce qui facilite la rationalisation des interventions. Il a une seule lettre de relance valant mise en demeure de déclarer. Et donc, cela est une avancée significative dans l'amélioration du climat des affaires. Nous avons unifié les échéances des déclarations et des paiements de 4 structures, même échéance pour déclarer et payer l'IPER, l'IR, même échéance pour payer les cotisations sociales, les contributions patronales à l'INPP, à l'INSS et à l'ONEM. Donc c'est un gain de temps significatif. Nous avons mis en place un guichet unique qui permet de recevoir toutes les déclarations en ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales et les contributions patronales liées aux rémunérations sur base d'un seul formulaire, en centralisant ainsi les déclarations et les paiements. L'employeur se trouve en face d'un seul interlocuteur en ce qui concerne l'obligation de déclarer et de payer. Il n'a plus plusieurs interlocuteurs, il a un seul interlocuteur, ce qui améliore sensiblement ses rapports avec l'administration. Dans l'évaluation d'une business, lorsque les procédures se font, lorsque nous adoptons les téléprocédures, même si vous déclarez 12 fois l'an et vous payez 12 fois l'an, toutes les procédures sont unifiées. On ne va compter qu'une seule déclaration et un seul paiement. Donc, ce qui permettra d'améliorer significativement l'indicateur paiement, impôts et taxes si nous adoptons les téléprocédures. Les travaux de la 20e Université fiscale de Paris en France ont démarré le samedi 3 juin 2017. Objectif de ces assises, démontrer la nécessité de garder les systèmes de la cédulaire, contrairement au système global, pour ne pas tomber dans les mimétismes négatifs. Cette 20e Université fiscale de Paris est organisée par les sénateurs français. Il faut noter que la République démocratique du Congo y est représentée. La délégation congolaise est conduite par le professeur Laurent Mabiala, fiscaliste de son État et également cadre à la Direction générale des impôts DGI. La première réunion des directeurs généraux de douane de l'Union africaine, en tout cas pour cette année 2017, a vécu. Elle a eu lieu du 22 au 25 mai à Abuja. Nous sommes là au Nigeria.
Thème choisi, l'application de l'accord sur la facilitation des échanges. Le directeur général adjoint de douane et axes de la RDC, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, y a pris une part active. L'assurance des proximités dans un système d'intégration économique sous-régional, c'est le titre de l'ouvrage qui a été porté sur le fonds baptismaux ce samedi 3 juin 2017 par le ministre de la Recherche scientifique Eva Mwakassa. La cérémonie de vernissage s'est déroulée à la bibliothèque centrale de l'Institut supérieur pédagogique. Les livres et l'œuvre du professeur Lambert Lomenja, cadre à la SONAS et enseignant à l'Institut supérieur de commerce et à l'Université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Dans cet ouvrage de haute facture, le professeur Lambert Lomenja théorise une forme d'assurance qui rapproche assureurs et assurés. Ces livres techniques et scientifiques est non seulement un remède aux multiples obstacles qui bloquent l'épanouissement du secteur des assurances en République démocratique du Congo, mais aussi un outil qui permet aux assurés de bien comprendre l'importance des services d'assurance. Les décaissements de fonds en 2016 pour financer la mise en œuvre des activités prioritaires de la Banque africaine de développement, éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ont atteint 6,3 milliards de dollars américains en 2016. En 2015, on se rappellera, ils avaient été de 4,20 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 55%, source un communiqué de la Banque africaine de développement cité par l'agence Ecofin. La source tire les chiffres du rapport annuel de la BAD rendu public le 24 mai dernier en Inde. C'était lors des assemblées annuelles du groupe de la BAD organisé à Ahmedabad en Inde. Les financements a permis de créer 630 000 emplois en Afrique. Les jeunes et les femmes demeurent les bénéficiaires principaux de l'augmentation d'emplois. La BAD attribue cette augmentation substantielle des décaissements à une série de changements systémiques et de réformes institutionnelles lancées depuis fin 2015. Place à présent aux tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de Kinshasa au samedi 3 juin 2017 dans cet élément qui vous est proposé par Philo Cholet Bapeke. Les prix des denrées alimentaires de grande consommation demeurent volatiles sur les principaux grands marchés de Kinshasa. Concernant les poissons chinchards au marché de la Liberté, le prix d'un carton de 20 plus 30 kg a connu une hausse et passe de 83 000 francs congolais la semaine dernière à 87 000 francs congolais cette semaine qui vient de s'achever. Tendance haussière également au marché central où le même carton de poisson a connu une hausse, soit de 79 600 francs congolais à 82 600 francs congolais, mêmement au marché Ziguida où le prix a augmenté de 83 500 francs congolais à 85 000 francs congolais et au marché Gambela de 80 000 francs congolais à 82 000 francs congolais. Concernant les riz, le sac de 50 kg est passé de 52 200 francs congolais à 55 000 francs congolais au marché de la Liberté et celui de 25 kg est passé de 26 100 francs congolais à 27 500 francs congolais en l'espace d'une semaine. Au marché central, le coût a également augmenté de 54 530 francs congolais à 55 100 francs congolais pour le sac de 50 kg et de 26 500 francs congolais à 27 550 francs congolais pour celui de 25 kg. Même tendance haussière au marché Ziguida où le prix d'un sac du riz de 50 kg est passé de 52 000 francs congolais à 53 000 francs congolais et celui de 25 kg de 25 500 francs congolais à 26 500 francs congolais. Au marché Gambela, le prix du sac de 50 kg est resté stable à 54 000 francs congolais et celui de 25 kg à 27 000 francs congolais. Autre produit de grande consommation, le maïs, qui est la céréale la plus consommée au monde. Au marché de la Liberté, le prix du sac est resté stable à 65 000 francs congolais et un bol à 1000 francs congolais.
baisse au marché central où les coûts du sac a reculé des 65 000 francs congolais à 62 000 francs congolais. Au marché Ziguida, par contre, les produits a également augmenté, soit des 62 000 francs congolais à 63 000 francs congolais. Et au marché Gambela, les produits a également connu une hausse passant de 60 000 francs congolais à 62 500 francs congolais. Quant à l'huile au marché de la Liberté, un bidon de 10 litres de marque Oki coûte 26 000 francs congolais, 26 500 francs congolais au marché central, 27 000 francs congolais au marché Somba Zikida et 28 000 francs congolais pour le marché Gambela. Avant de poursuivre avec notre magazine, jetons un regard sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 29 mai au 3 juin 2017, avec l'INES bien sûr. L'inflation hebdomadaire du 29 mai 2017 au 3 juin 2017 est de 0,973% au niveau national et 1,118% à Kinshasa. En cumul, l'inflation se situe à 13,541% au niveau national et 12,859% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 35,007% au niveau national et 33,1% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 25,467% au niveau national et 25,406% à Kinshasa. Le niveau de l'inflation de la semaine est consécutif à la dépréciation du franc congolais sur le marché d'échange ainsi qu'aux effets saisonniers occasionnant la hausse des prix de certains légumes, des viandes, des poissons surgelés importés, notamment le chinchard, des laits et des produits laitiers, des huiles importées, des pâtes alimentaires, des boîtes de conserve, des boissons alcoolisées importées, des vêtements et chaussures, des billets d'avion, des lignes aériennes intérieures, des pièces de réchange des véhicules, des produits d'entretien courant de la maison, de meubles, articles, des ménages et entretien courant de la maison, des matériaux de construction, des appareils électroménagers, des services d'hébergement et de restauration, des produits pharmaceutiques, des services de santé, des examens médicaux ainsi que de produits de boutique. Et puis sur le marché de change, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 2 juin 2017 un dollar américain contre 1440,97 francs congolais, pendant que le samedi 3 juin 2017, au parallèle, le taux était à 1455 francs congolais, le dollar américain au centre-ville de Kinshasa. Au niveau de l'aéroport international de Njili, les billets verts s'échangeaient à 1350 francs congolais. À l'intérieur du pays, à Ikela, dans la province de la Tchouapa par exemple, la devise américaine s'échangeait à 1350 francs congolais, pendant qu'à Lodja, au Sankourou, le dollar valait 1400 francs congolais. Il en est de même à Matadi, dans le Congo central, tandis qu'à Kolwezi, dans le Haut-Lomami, le dollar s'échangeait à 1410 francs congolais et 1450 francs congolais à Bukavu, au Nord Kivu. Il faut débourser 10 francs de plus pour avoir un dollar américain à Kananga, dans le Kasaï central, et au Kwilu, soit 1460 francs congolais. Les nouvelles sur le cours des principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 3 juin 2017 avec Didi Mavambu Nombo Lopepe. Tendance baissière pour le pétrole dont le cours a reculé sous la barre de 50 $ américains. À Londres, le baril de l'or noir s'est négocié à 49,95 $ américains, soit une chute de 0,89%, et à New York à 47,69 $ américains, soit une baisse de 0,67%. Le cours du cuivre, par contre, a grimpé de 0,74%, se négociant à 5 675 $ américains la tonne métrique, pendant que le prix du cobalt a légèrement reculé de 0,45%, valant 55 850. L'or, par contre, a terminé le week-end en hausse de 0,96%. L'once du métal jaune s'est négociée à 1276,80 $ américains. Côté principaux produits céréaliers, le maïs a fini le week-end en hausse de 0,20%, se négociant à 373 $ américains
américains la tonne, pendant que le riz a bouclé la semaine au rouge en se négociant à 11,12 $ américains la tonne, soit une diminution de 0,09%, et le cours du blé a clôturé au vert avec une augmentation de 0,06% en se négociant à 430 $ américains, le tout au deuxième fixing du samedi 3 juin 2017. En dehors de nos frontières, une dizaine de grandes entreprises américaines vont poursuivre leur politique climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, une manière de désapprouver la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris, position rendue publique le 2 juin 2017, juste après l'annonce de Donald Trump. Raison de la désapprobation, quitter l'accord climatique historique nuira à la position internationale de l'Amérique sur les problèmes climatiques. Il y a aussi risque de rendre impossible pour le monde d'atteindre les objectifs internationalement convenus de limiter le réchauffement climatique. Sur la liste d'entreprises concernées, le quotidien Le Monde cite General Motors, General Electric, ExxonMobil et Chevron, mais aussi Apple, les studios Disney, les constructeurs de voitures électriques Tesla et les chaînes de télévision ABC et ESPN. Selon le journal Washington Post, Elon Musk, directeur général de Tesla, et Robert Iger, directeur général de Disney, ont tous deux démissionné du conseil consultatif du président Trump après l'annonce. Lloyd Blankfein, directeur général de Goldman Sachs, a qualifié la décision de Trump d'échec pour l'environnement et met en cause la position des leaders des États-Unis dans le monde. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de 7 immeubles de la place Le Royal, dont les BCECO assurent, vous le savez, la maîtrise d'ouvrages délégués sont presque terminés. En attendant la cérémonie de remise officielle aux bénéficiaires, nous avons approché Noël Mangala. C'est lui qui est l'architecte au bureau d'études CERTAC qui contrôle et surveille les 10 travaux. Il parle de la nature des travaux entrepris sur ces sites, les difficultés rencontrées ainsi que de leur impact sur le social de la population. Il est au micro de notre permanent au bureau central de coordination BCECO, Fabien Luboulou Bakayaka. Les immeubles ont été réalisés vers les années 50. La structure est encore bonne, mais notez que tout ce que nous avons fait ici comme travaux de réhabilitation et modernisation, nous avons refait les bâtiments presque à 100%. Toute la menuiserie a été refaite à 100%. Tous les revêtements intérieurs refaits à 100%. Tout ce qui est installation électrique, plomberie et l'appareillage, tout a été refait à 100%. L'étanchéité de la toiture à 100%, équipement ascenseur, et on a ajouté pour la modernité tout ce qui est l'Internet. Et on a meublé tous ces bâtiments-là avant que le ministère les occupe. Au niveau de la place Royale, bon, nous avons eu à faire des études sur la réhabilitation totale de cet immeuble. En dehors de ces réhabilitations des bâtiments, les aménagements extérieurs. Et nous avons eu comme support sur les aménagements extérieurs un plan des années 50 que l'hôtel de ville nous a remis. Et sur base de ces plans-là, nous avons fait nos aménagements extérieurs qui incluent la partie Maïs Chaplak et un terrain qui pose problème entre Maïs Chaplak et l'immeuble C'est moi. Mais nos plans d'aménagement englobent l'espace royal sur un support de l'hôtel de ville que le colonisateur avait réalisé vers les années 50. Au niveau de nos aménagements, il y a des parkings qui doivent en principe s'implanter au niveau des Maïs Chaplak, qui récupèrent aussi le flux de véhicules. Donc nos parkings devaient desservir aussi l'immeuble intelligent, avec une passerelle dont les études ont été réalisées par les grands travaux entre l'immeuble intelligent et les sites de cet immeuble. Il faut qu'on délocalise, ou bien on déplace Maïcha, qu'on récupère les terrains entre Maïcha et l'immeuble chez moi. On leur dit merci
Mais ils doivent penser justement, c'est ça, financer les petites et moyennes entreprises congolaises. Hein. Donc, en pensant à nous, parce que derrière nous et nos entreprises, il y a la main-d'œuvre congolaise. Moi, mon bureau, j'ai plus de 7 à 8 architectes, hein, un peu plus de 10 ingénieurs. Hein. Oui, donc, si nous ne sommes pas rémunérés plus d'une année, vous voyez ce que ça fait. Sur le plan et social et humain. Au niveau de ces chantiers, je dois prendre un peu depuis le démarrage. Sur chaque immeuble, j'avais environ 4 délégués à pied d'œuvre, hein, pour chaque spécialité. Hein, donc multiplié par 7 immeubles, hein, vous voyez le nombre d'ingénieurs que le bureau a utilisé pour ces bâtiments. 7 fois 4, ça fait 28. Bouclons ces chapitres BSECO par cette séance publique d'ouverture des plis du dossier d'appel d'offres international relatif aux travaux de construction des locaux containers pour le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Il convient de noter que sur les 4 entreprises qui s'étaient manifestées au départ, 2 ont pu effectivement déposer leurs offres. Présidé par Théophile Matondombongo, il est le directeur général du BSECO. Cette séance s'est déroulée devant les représentants des soumissionnaires, une preuve de plus que le processus de passation de marché du BSECO reste transparent et compétitif. Il faudrait savoir qu'à côté de ressources naturelles comme les pétroles, les cuivres et autres, le secteur des affaires foncières est aussi pourvoyeur de recettes. Question de l'organiser de manière à le rendre rentable. En République démocratique du Congo, c'est la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD qui a la charge d'encadrer ces recettes non fiscales de l'État issues de ces secteurs. Patience Vumulia Bokole nous en dit plus sur ces actes générateurs qui concernent le domaine des affaires foncières. Le secteur des affaires foncières est également pourvoyeur des recettes non fiscales de l'État, qu'ordonnance et recouvre la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD après l'étape de constatation et de liquidation qui est faite au niveau des services d'assiette. L'ordonnance loi numéro 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central énumère noir sur blanc les différents actes générateurs des recettes qui relèvent du secteur des affaires foncières, parmi lesquels taxes spéciales sur le transfert des contrats de location, droits fixes d'enregistrement, à savoir nouveau certificat, remplacement d'un ancien certificat, page supplémentaire, changement de nomination, insertion d'une mention substantielle et annulation d'un certificat d'enregistrement. Droit proportionnel d'enregistrement, à savoir mutation, insertion hypothécaire, réinsertion hypothécaire et radiation hypothécaire. Redevance sur les concessions ordinaires par les étrangers, personnes physiques et associations, frais d'établissement des contrats en matière foncière, droit de consultation des registres fonciers, immobiliers et cadastraux, frais de mesurage et de bornage de parcelles, frais d'enquête et de constat en matière foncière, droit sur les concessions perpétuelles, droit sur la vente des biens privés immobiliers abandonnés sans maître, ainsi que les amendes transactionnelles en cas de violation de lois et règlements. Parlons un peu des nouvelles de sport. À présent, l'entreprise Vivo, fabricant de téléphones mobiles, sera sponsor de la FIFA lors de la Coupe du Monde Russie 2018 et 2022. Affirmation de l'agence Reuters dans une dépêche du 31 mai 2017. Le logo Vivo apparaîtra donc pendant chaque match sur les panneaux publicitaires, les billets de match, les communiqués de presse et d'autres plateformes promotionnelles clés. C'est ce qu'a déclaré en tout cas la FIFA dans un communiqué. Auteur du financement, tenez-vous bien, 400 millions de dollars américains. Vivo rejoint 2 autres entreprises chinoises sur la liste de 12 sponsors de la FIFA. Il s'agit de Hisense
Electric et Dalian Wanda Group. Selon Reuters, la FIFA a enregistré une perte de 391 millions de dollars américains en 2016 pour les frais juridiques à la suite du scandale de corruption de ses dirigeants. Si la FIFA prévoit une perte de 489 millions de dollars en 2017, par contre, en 2018, affirme toujours Reuters, elle pourra obtenir un bénéfice d'1 milliard de dollars américains. Il y a de cela quelques jours, les présidents de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Albert Yuma, faisaient un plaidoyer qui fustigeait une fiscalité qui tracasse au lieu de favoriser les climats des affaires en République démocratique du Congo. Mais pour de nombreux observateurs avertis, au-delà de la légitimité de ces plaidoyers, certaines propositions formulées par Albert Yuma remettent carrément en cause plusieurs dispositions légales et dépouillent en même temps l'État congolais de moyens de sa politique. La rédaction de l'agence Galaxy Media vous propose donc un dossier qui démontre noir sur blanc les problèmes d'un civisme fiscal qui déchire les tissus économiques congolais tout en proposant des solutions qui vont dans le sens de la restauration de la culture fiscale en RDC en vue de sortir le pays de la crise socio-économique qui la frappe depuis plusieurs décennies et de plein fouet. Suivez donc cet élément. Palais du peuple, temple de la démocratie en République démocratique du Congo. C'est ici où siègent les deux chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ici aussi que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, s'adresse régulièrement à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Lors de sa dernière prestation, le mercredi 5 avril 2017, le garant de la nation a déploré les faiblesses des lois en matière fiscale, parafiscale et douanière. Il a même enjoint au gouvernement et au Parlement de se pencher rapidement sur une nouvelle législation. Tant que notre système fiscal sera écrasant, discriminatoire et truffé d'une parafiscalité lourde, le climat des affaires ne sera pas propice à l'investissement productif ni civisme fiscal. Aujourd'hui, nous avons pris la mesure du défi. Il nous faut agir sans plus attendre. Il nous faut en effet produire ce que nous consommons. Comme j'ai eu déjà à le dire, conférer de la valeur ajoutée à nos produits destinés non seulement à la consommation domestique, mais aussi à l'exportation en vue de les rendre plus compétitifs. Notre pays ne saurait plus indéfiniment être ce grand marché offrant l'opportunité d'affaires et d'emploi au peuple de pays tiers au détriment de sa propre population et de son économie. Par ailleurs, les efforts de mobilisation de ressources internes seront poursuivis à travers la lutte sans concession contre la fraude douanière et fiscale, ainsi que la contrebande, grâce aux réformes fiscales nécessaires et grâce à l'implantation très prochaine au sein de nos régies financières de systèmes de gestion informatisés de contribuables fournis par une expertise appropriée. C'est ici le lieu pour moi d'insister sur l'impérieuse nécessité pour le gouvernement de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat de prendre des dispositions utiles en vue de l'adoption dans le plus bref délai et pendant la session en cours d'une nouvelle loi sur la fiscalité, de seule sur le partenariat public-privé, sans omettre la finalisation de la loi portant révision de certaines dispositions du Code minier. Seulement voilà, les trois régies financières, la DGI, la DGDA et la DGRAD, connaissent ces derniers temps
d'énormes difficultés dans la mobilisation des recettes de l'État. Il s'agit entre autres des difficultés conjoncturelles liées à l'environnement économique international morose qui font baisser systématiquement les volumes d'importation de marchandises et l'offre en devises qui maintenait en équilibre les cadres macroéconomiques du pays. Du poids négatif des exonérations dérogatoires représentant aujourd'hui plus ou moins 45% des recettes mobilisées. De l'incivisme fiscal dont les chefs des contribuables et autres assujettis, petits et grands. Tenez, sur plus de 75 millions d'habitants qui vivent en République démocratique du Congo, l'on devrait avoir 30 millions de contribuables et autres assujettis recensés. Mais curieusement, plusieurs années durant, le répertoire fiscal est resté statique malgré le boom économique avec moins de 500 000 contribuables et assujettis répertoriés. Ceci fait que plusieurs milliards de francs congolais sont brassés dans l'informel sans être captés ni imposés par le service du fisc. D'où la nécessité de rendre obligatoire l'identifiant fiscal unique pour élargir l'assiette fiscale. Enfin, l'impunité étant devenue quasiment un sport national, certains agents de l'État et contribuables s'arrangent pour contourner et violer les textes légaux, minorisant ainsi les recettes publiques, notamment à travers la tenue d'une double comptabilité. Ils entretiennent la fraude et la contrebande qui font que le pays se retrouve toujours avec un budget modique qui ne reflète pas sa grande capacité contributive. Le discours du président de la FEC, Albert Youma, à la tête du patronat congolais pour un 5e mandat consécutif, en est une illustration. Premièrement, en matière de la réforme des administrations fiscales. Le mécanisme de l'établissement et de collecte des impôts, droits, taxes et redevances est caractérisé par l'intervention de plusieurs administrations nationales, DGI, DGRAD, DGDA, services d'assiette et plusieurs régies provinciales dans toutes les provinces. Les unes pour la taxation en tant que service d'assiette, les autres en qualité de régie financière pour le recouvrement. Dans le contexte de la décentralisation qui est le nôtre et à la suite du découpage territorial, le nombre d'intervenants est élevé à 3 pour les régies nationales, plus de 58 services d'assiette à caractère national, 26 régies provinciales et plus ou moins 10 services d'assiette dans chaque province, soit 260 pour l'ensemble du pays. Au total, ce sont 320 intervenants dans le circuit fiscal et parafiscal. Pour y remédier, il faudrait fusionner toutes les administrations fiscales et les recettes non fiscales, aussi bien au niveau central que provincial, afin de permettre à l'opérateur économique d'être en face d'un seul interlocuteur. Créer un guichet unique pour la taxation des actes à percevoir à l'initiative des administrations et autres services poseurs d'actes. En ce qui concerne le contrôle fiscal, les entreprises sont l'objet d'une multiplicité d'interventions et d'interlocuteurs étatiques avec des contrôles intempestifs et systématiques. Il est observé également l'intervention des services étatiques autres que les régies en matière de contrôle fiscal, tels que l'inspection générale des finances, le parquet de la République, la police, les services de renseignement civil et même militaires. Baisser les taux de pénalité de recouvrement à 1% par mois avec une période maximum de 12 mois pour les recettes fiscales et non fiscales. Supprimer le paiement de la prime en faveur des aviseurs et fonctionnaires. Verser la totalité des pénalités au compte général du Trésor pour éviter les comportements déviants de certains de nos fonctionnaires qui voient dans ce système une opportunité de rémunération que je qualifierais de complémentaire. Et vous ne serez pas étonné d'apprendre que d'après la Banque centrale du Congo, 100 millions de dollars en espèces quittent chaque mois notre pays pour les pays voisins. 100 millions de dollars en espèces vont dans les pays voisins chaque mois. Ces pays n'ont plus besoin de produire et d'exporter. Le système fiscal confiscatoire de la RDC leur apporte gratuitement activités économiques et devises étrangères. Sans être exhaustif, mesdames et messieurs, il est dénombré 15 services étatiques intervenant dans les opérations d'importation. 15. Pourtant, vous connaissez tous qu'il y a un texte qui les limite à 4. Afin d'assainir ce secteur, je propose
d'appliquer le régime de droit commun pour le paiement de droits de douane et TVA aux produits importés dans le cadre du commerce frontalier. J'avais souhaité, mais on va le développer dans le document qu'on va remettre, qu'on supprime même certains services de l'État tels que l'OGECREM et l'OCC, qui ne servent absolument à rien. Ces plaidoyers de la FEC, peut-être légitimes, visent in fine à affaiblir l'architecture fiscale actuelle pour faire de la République démocratique du Congo un véritable paradis fiscal. Malgré tout ce qui s'est dit sur l'administration fiscale congolaise, la pression fiscale des 13% est largement inférieure à celle observée dans les pays limitrophes et au-delà des frontières congolaises, soit 21%. Pour éviter tout amalgame et comprendre les enjeux fiscaux de l'heure, la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 174, stipule « Il ne peut être établi d'impôt que par la loi ». La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République démocratique du Congo. Il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement qu'en vertu de la loi. Fin des citations. Les articles 56, 57 et 58 de la même Constitution sont plus qu'éloquents. Ils traduisent les soucis du législateur de mettre de l'ordre et surtout de réprimer tout ce qui tente de priver l'État de ses moyens régaliens. Article 56. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction des pillages par la loi. Article 57. Les actes visés à l'article précédent ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont les faits d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Et enfin, article 58. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Fin des citations. Ainsi, les choses sont claires. Le magazine Fiscalité et Développement a donc le droit, mais surtout le devoir, de rappeler à l'opinion ces prescrits de la Constitution pour éviter toute cacophonie. Le gouvernement Bruno Tshibala a donc l'obligation de mobiliser toutes les ressources tant internes qu'externes afin d'exécuter avec succès son programme d'action. Pour y parvenir, l'organisation des États généraux sur la mobilisation des ressources internes et externes est prioritaire. Ces États généraux auront pour tâche de crever et soigner en même temps l'abcès de l'impunité, harmoniser les vues sur l'application dans toute leur quintessence des textes légaux, concevoir des réformes adaptées à la conjoncture actuelle, proposer des mesures urgentes pour remettre rapidement sur les rails l'économie et les finances publiques congolaises et enfin mobiliser sans faille toutes les ressources dans le but de donner à l'État les moyens de sa politique. Mais comment mobiliser tous ces moyens sans sensibiliser les souverains primaires ? Outre les contribuables et autres assujettis classiques, membres de la FEC, de la COPEMECO, de la FENAPEC et autres, les confessions religieuses ont aussi une part de responsabilité. C'est le lieu de les interpeller au même titre que les leaders d'opinion afin qu'ils deviennent des modèles du civisme fiscal. En effet, les confessions religieuses prêchent rarement l'impôt. La plupart d'entre elles ne s'acquittent pas correctement de leurs obligations fiscales. Toutefois, en cette matière, l'Église catholique, l'Église kimbanguiste, protestante et salutiste font exception. L'Église catholique, par exemple, se basant sur une étude réalisée en 2001, verse chaque année au Trésor public, en tant que redevable légal, plus de 5 millions de dollars américains au titre de l'impôt professionnel sur les rémunérations, de l'impôt sur les revenus locatifs, autres impôts fonciers, voire la TVA. Suivi des kimbanguistes qui payent plus ou moins 3 millions de dollars américains, les protestants 1 500 000 dollars américains et les salutistes près d'1 million de dollars l'an pour les mêmes actes générateurs. Les autres églises se contentent de prêcher les miracles et la prospérité, mais ne payent pas grand-chose à l'État congolais au titre d'impôts, taxes, redevances, etc., etc. Elles recourent systématiquement aux exonérations. Pour endiguer l'impunité qui saigne à blanc notre économie, la meilleure des solutions à prendre face à cet incivisme fiscal chronique est celle que le révérend Bougalou, chef de la maison civile du chef de l'État, a suggérée au micro de nos confrères. Nous, au Congo, nous avons l'obligation d'élargir l'assiette fiscale. Un budget de moins de 10 milliards de dollars, c'est honteux, c'est faux. C'est faux.
parce qu'il y a des gens qui empochent les recettes de l'État. Ces gens-là, le Premier ministre Bruno Tshibala doit les mettre en prison, non pas, n'est-ce pas, la prison avec rancune, c'est un lieu de retraite. Oui. Ils doivent aller jeûner et prier. Quelque part, on construit un camp et ils remboursent une partie de leur richesse. La République démocratique du Congo a besoin d'un traitement de cheval pour corriger ces grandes erreurs économico-fiscales. Il faut le faire maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, n'a-t-il pas dit dans Marc 12, 17, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Vous voilà à présent nourri des informations tant nationales qu'internationales, en tout cas axées sur le domaine économico-financier. Nous vous remercions de votre attention et bonne suite de programme sur cette chaîne. Au revoir.